Voilà, on y va. Tu présentes? On commence. Bienvenue à tous. Bienvenue à toutes. Merci Meyer d'avoir accepté notre invitation. On peut applaudir Meyer Drahi. Meyer Drahi, qu'on appelle aussi Richard, évidemment. Un fidèle de notre communauté, qu'on aime tous beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir te recevoir dans le cadre de cette Merci beaucoup. Ce qui me frappe chez toi, c'est cette douceur permanente. Merci. En fait, la manière dont tu parles est exactement la manière dont tu écris. Il y a une forme de douceur dans ton écrit, dans ta plume. Et depuis 2016 et les bonnes portes, oui. On remarque ta recherche permanente de l'histoire de ta famille, de tes parents, de ton identité et de l'identité plus généralement d'un certain nombre de personnes dans le peuple juif. Et tes deux derniers ouvrages, Alia et Moi, l'enfant de personne, en sont la preuve remarquable. J'ai pu lire les deux. Je peux te dire que je les ai dévorés en quelques heures. Et cette sensibilité à fleur de peau nous touche particulièrement. Et pour ça, on est très heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Là. Tu vas pouvoir présenter ton ouvrage et ensuite nous pourrons échanger avec l'assistant. Avec grand plaisir. Alors, vraiment merci ce soir, vraiment de partager un moment et qui, j'en suis sûr, sera chargé d'émotions, parce que moi je parle, comme tu dis, c'est vrai que je ne sais que parler avec le cœur, et le thème de ce soir, enfin, qui se rapporte au dernier livre, il est axé sur les miracles, et je vais essayer de tenter de vous faire partager ce que j'ai vécu, parce que c'est réellement un réel miracle, mais en apportant aussi d'autres touches qui sont des miracles que, d'ailleurs, même certains d'entre nous ici on a rencontré. Alors moi, je voudrais vraiment, encore je le répète, m'adresser avec vous avec le cœur, comme un ami. On n'est pas là dans une grande conférence, on est vraiment entre nous. D'ailleurs, l'ambiance dans laquelle tu nous as mis reflète bien. Et alors accepter comme, encore une fois, comme un ami, ou si vous voulez comme peut-être un papy un peu bavard qui raconte des histoires et qui, même si vous les connaissez, ou faites comme si vous les connaissiez pas. En tout début, je voudrais vous dire, je voudrais vous donner un petit peu, vous parler de ma passion que j'ai eue sur l'écriture, qui est une passion tout à fait nouvelle. Elle a débouché entre une rencontre professionnelle qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture, et pour aboutir au livre. Et vous verrez que cette rencontre, là je vais bien la détailler, cette rencontre qui est sans doute une rencontre qu'on peut qualifier de banale, elle arrive à déboucher sur vraiment quelque chose d'incroyable qui est très loin d'être imaginé. Parce que, en fait, les histoires, aussi incroyables soient-elles, moi en tout cas c'est mon avis, elles ne doivent pas mourir avec nous. On doit devoir les partager. Quand il y a quelque chose d'absolument comment vous dire, quelque chose qui vous porte au cœur, le garder, c'est l'étouffer. Et c'est pas quelque chose de bien. Et puis, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que vous allez comprendre, parce que tout simplement, j'ai redonné une identité à quelqu'un qui ne l'avait pas. Qui a perdu cette identité quand il était tout petit. Il a perdu depuis l'âge de 3 ans et demi jusqu'à l'âge de 83 ans. Donc c'est une personne qui n'a jamais su ce qu'elle était. Jamais. Elle avait comme ça quelques souvenirs
où elle prenait quelques histoires à droite à gauche, mais elle avait beaucoup de mal à se construire. Et pour tout vous dire, même le titre, c'est un titre dont lui-même me l'a dit dans une conversation. Enfin, l'a dit d'ailleurs à la personne qui l'a retrouvé, parce que c'est même pas moi qui réussi à le retrouver. Et moi, j'aurais pu marquer, je sais pas moi, l'enfant perdu, le frère retrouvé, ce que veut. Mais j'ai trouvé que sa réponse, ce qui est sorti de son cœur, correspond bien avec. Alors ce livre, vous allez voir, je suis sûr que vous allez l'aimer. Vous allez forcément l'aimer parce que c'est une histoire absolument fantastique. Sincèrement, ce n'est pas parce que je l'ai écrit, parce que tout simplement tout le monde d'ailleurs, quand j'en parle à droite à gauche, même ici d'ailleurs, quand le Rav Shalom, je l'en ai parlé, il m'a dit c'est impossible, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et effectivement, c'est vraiment une rencontre entre Mina Shammai, entre vraiment quelqu'un de très fort que l'on a et qui a guidé. Et ça a mis des années et des années. C'est-à-dire entre la première écriture que j'ai fait, qui a été qui s'appelle Les Bonnes Portes et qui a été réécrit, allez, il y a au moins une quinzaine d'années. Mais moi, mon frère, je le recherchais déjà depuis 1979. Et je n'avais jamais réussi à avoir la moindre trace. Et vous allez voir comment les choses se sont passées. C'est prodigieux et encore une fois, on va être dans le miracle. Alors vous allez voir aussi dans le livre, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup il y a des larmes qui vont couler, c'est sûr. C'est évident parce que même quand on apprenait l'histoire et quand j'étais même en compagnie de mon épouse pour la première fois quand j'avais vu et qu'il a commencé un petit peu à me parler, à me dire, à des moments, il fallait qu'on s'arrête. C'était pas possible. On pouvait pas. On ne pouvait pas. Et même pour lui d'ailleurs, encore à ce jour, il a ses enfants et petits-enfants auxquels il a pas tout dit. Et ce livre, lui, il me dit voilà, maintenant ils vont me connaître, ils vont savoir qui je suis, quelle a été ma vie. Mais juste un mot, je vais vous lire un petit passage. Et ce passage, vraiment, c'est un petit passage. Je vais pas trop vous assommer parce que sinon le livre n'aura plus d'importance à ce que vous en soyez, vous en preniez possession. Je veux dire que je me suis retrouvé maintenant, parce que moi j'ai appris, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait ceci, mais ça j'ai pas appris. J'ai absolument pas appris. Ça m'est venu comme ça. Et avec beaucoup de temps, des nuits blanches, mais franchement, c'est écrire, c'est réécrire, c'est réécrire, c'est réécrire, et pour finir après au petit point et à la virgule près, et avec l'aide de temps en temps de mon épouse qui est un peu plus littéraire, sur lequel des fois je butais sur les accords et tout. Et mais c'est digne d'un scénario. D'ailleurs, je ne sais pas si de mon vivant, j'en sais rien, quelqu'un le prendra, mais on ne sait jamais. Mais ça, c'est digne d'un scénario de téléfilm ou de film, c'est sûr et certain. Et vous allez voir, parce qu'il y a des personnages qui sont très hauts en couleur, et il y a tout. Alors, je vais vous raconter un passage qui va vous donner un petit peu l'esprit un peu du livre. Donc, pour ne pas je l'ai écrit et c'est un condensé. Hein. Alors, je me suis toujours dit, quand j'étais devant la machine, je dis, je suis là. Et quand je vais voir au cinéma, c'est vrai qu'il y a des ingénieurs de son, des réalisateurs, les trucages, les machins, on est là, on se voit. Mais là, essayer de rendre les atmosphères, les odeurs, les couleurs, les trucs, c'est difficile. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle un métier. Et d'ailleurs, je suis une aparté, le premier livre que j'avais envoyé à quelqu'un qui connaissait, qui était du métier, j'ai dit tiens, elle me dit qu'est-ce qu'il est beau ce livre, mais qu'est-ce que c'est mal écrit.
Je vous assure, et la claque que j'ai eue, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais sans gants, sans rien. Je me dis, mais c'est épouvantable. C'est une belle histoire comme ça. Comment que c'est écrit? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé l'ordinateur, j'ai fermé les bouquins, j'ai dit, laisse tomber, c'est terminé, il restera comme il reste. Et puis, les choses se sont passées, peut-être 2-3 ans après. En fait, le livre, moi, je ne l'avais pas protégé. Je savais pas qu'il fallait. C'est un métier aussi tout ça. Hein, vous savez, faut protéger tout ça. Je ne savais pas. Et un jour, je reçois une lettre et très intéressé par votre ouvrage. Bon, est-ce que on peut non, même pas. Est-ce que voilà, nous allons l'éditer, mais pouvez-vous, ou alors voulez-vous que nous mettons quelqu'un à la réécriture? Comme c'est pas protégé, je pourrais rien faire. Le livre, pouf, il est parti. Pourtant, c'est un livre qui était pour ma part intime, je l'avais fait pour mes enfants, pour mes petits-enfants, enfin qu'ils sachent un petit peu d'où on vient, parce que c'est toujours pareil. On les envoie à l'école, ils connaissent Abraham, Moïse, Isaac, toutes les fêtes, les machins, mais si vous leur dites, tu sais que ton grand-père était, je sais pas moi, plombier, cordonnier, ingénieur, c'est lui qui a fabriqué, ils savent pas, ils connaissent pas, ils ne connaissent rien. Et c'est une réalité. Donc je me suis dit, bon, ou pas, il faut quand même laisser quelque chose, et c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, je vais vous lire un petit extrait, mais bon, essayez pour ceux qui veulent fermer les yeux ou essayer de vous imaginer, je vais essayer de vous faire entrer un peu dans une des scènes de ce livre. Imaginez un Paris en septembre 1943. C'est un matin qui est gris, très gris, presque sans couleur. L'air est lourd, la peur est partout. Dans une chambre d'hôtel, une femme seule s'apprête à faire ce que personne ne devrait jamais avoir à faire. Rachel n'avait pas fermé l'œil de la nuit, nerveuse. Elle avait tourné en rond dans cette petite chambre d'hôtel de la rue Vic d'Azir, dans le 10e arrondissement, attendant fébrilement l'aube qui tardait à venir. Elle était déterminée à faire ce qu'il fallait faire, car elle n'avait plus le choix. Personne pour l'aider, personne pour la guider. Son mari était à la guerre. Et son père, venu spécialement de Tunisie pour connaître enfin son petit-fils vivant, avait été arrêté lors d'un contrôle par la police allemande. Depuis, elle n'avait plus aucune nouvelle de lui. Seule, il lui fallait prendre une décision difficile. Elle leva tendrement son petit et l'habilla chaudement dans le plus grand des silences. Jean-Claude, lui avait-elle dit, dans un murmure presque inaudible, « Il va falloir m'écouter et te comporter comme un homme. Nous allons sortir et prendre le métro. Et si nous rencontrons des gens, surtout, tu ne parles pas. Tu m'entends bien? Ne jamais parler à qui que ce soit. » Elle enfila son vieux manteau de laine, couvrit ses cheveux d'un foulard, rassembla de maigres affaires dans la petite valise et prit un petit sac contenant un morceau de pain, 2 œufs durs et une pomme. Puis, ils descendirent les escaliers sans faire de bruit. Elle voulait éviter de rencontrer le gardien. Le pavé de la rue était mouillé et glissant. Immédiatement, elle fut saisie d'une peur panique, car au bord de la rue, au croisement de la Grange aux Belles, des soldats allemands étaient positionnés. Alors elle bifurqua sur la rue Claude Velfou et longea l'hôpital Saint-Louis. Rachel tenait fermement la petite main de Jean-Claude, au point de lui faire mal. Quelques soldats étaient positionnés dans les rues, bien casqués, bien habillés, mitraillaient en bandoulière. « Jean-Claude, lui dit-elle, baisse les yeux, ne les regarde pas. Et surtout, si on nous arrête, ne parle pas. » Tête baissée, les yeux dans ses chaussures, le petit enfant n'avait pas le choix. Le regard sévère de Rachel en disait long. Puis, arrivé sur l'avenue Parmentier, ils s'engouffrèrent enfin dans le métro à la station Goncourt. La gare de l'Est était bondée, la présence de nombreux soldats allemands n'était pas pour rassurer Rachel. Au premier contrôle policier, l'enfant avait ressenti les tremblements de la main de sa maman. Puis un cheminot lui indiqua le quai de départ. Rachel avait choisi une place au fond du train. De là, elle pouvait mieux voir le quai et surtout les montées dans le wagon. D'une voix presque inaudible, elle dit à son fils, « Jean-Claude, il est possible qu'à un moment je te demande de manger l'œuf dur que je viens d'écailler. Sois gentil, mon grand. Ne me pose pas de questions.
quand je te ferai signe, tu commenceras à le manger. Tu as bien compris. Il fait oui de la tête. Le temps d'attente était interminable. Et quand le haut-parleur annonça enfin le départ dans un fracas de brume métallique et de fumée noire épaisse, Rachel lâcha enfin la main de son petit. Le train roulait déjà depuis plus de 3 heures et elle s'aperçut que le sommeil l'avait gagné. Et elle s'en voulait, mais elle fut vite rassurée. Jean-Claude était toujours sagement assis à ses côtés, la tête sur son bras. Arrivée à la gare de Nancy, elle s'aperçut très vite que quelque chose n'allait pas. Il y avait trop de soldats allemands sur le quai. Le haut-parleur annonçait l'interdiction de descendre du train. La police opérait un contrôle d'identité. La panique se lisait sur tous les visages des voyageurs. Et Rachel se mordait les lèvres au sang. 2 personnes, vêtues de longs manteaux de cuir accompagnés de soldats en armes et d'un gendarme, pénétraient dans le wagon. Les regards étaient tendus, soupçonneux. Dans un silence épais, les policiers interrogeaient les voyageurs qui docilement tendaient leurs papiers d'identité. Discrètement, Rachel sortit l'œuf et le tendit à Jean-Claude. Il savait ce qu'il avait à faire et lui avait tellement répété. Le regard de l'officier d'un bleu profond se posa sur Rachel. « Vos papiers, madame !» Elle essayait de contrôler sa peur. « Madame Josette Drahi. »« Oui, monsieur. » À l'écoute de ce prénom inconnu, Jean-Claude eut un léger mouvement vite contrôlé par sa mère. « Vous voyagez seule, madame ?»« Avec mon fils, monsieur. »« Et votre mari ?»« Il m'a quitté. J'élève seul mon petit. »« Comment t'appelles-tu, petit ?» Esquissant un sourire, elle répondit, « Il s'appelle Jean-Claude, monsieur. Je réponds à sa place, il a la bouche trop pleine. » « Je vois qu'il a bon appétit. » L'officier, sans sourire, redonna la pièce d'identité et s'en alla. Au bout d'un temps infiniment long, le train était reparti. Jean-Claude ne comprenait pas pourquoi de fines larmes coulaient le long des joues de sa maman. Pas plus que ce prénom qu'il entendait pour la première fois. Bien des années plus tard, il comprit que ce jour-là, sa maman voyageait avec le faux papier. Alors voilà pour un petit extrait, c'est le démarrage. Après, bien entendu, ça a été confier l'enfant à une famille et donc c'est l'abandon. Là, on est dans la phase de l'abandon avec un départ sans retour. Il s'est souvent demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Comment une maman peut faire ce genre de choses? Il en avait voulu toute sa vie pour enfin après comprendre que c'était que c'était une sorte de survie. Alors vous verrez après dans le livre, je détaille évidemment après toute sa vie, tout ce que ce garçon a pu ressentir, et puis après l'acheminement du miracle, parce que miracle il y a, c'est indéniable. Alors qu'on soit religieux, laïque, jeune ou âgé, nous avons tous un jour levé les yeux au ciel pour l'implorer, lui demander quelque chose, car au fond, peu importe notre vision, je dirais, du monde, nous portons tous en nous un besoin de croire en quelqu'un, en quelque chose. Pour ma part, moi j'en ai la preuve, là. Elle est là, ça c'est indéniable. J'en ai eu d'autres. Et vous verrez que si on fouille un petit peu, et si chacun fouille au fond de soi-même, il verra qu'il y a eu aussi des miracles. Parce que quand on sait regarder, écouter, on s'aperçoit que par moment, il y a des choses qui sont différentes de la vie quotidienne. Et là, on peut se dire qu'il y a un miracle. Parce que ce qui est embêtant, enfin, ce qui serait dommage, c'est de passer à côté d'un miracle, de se dire, voilà, il y a eu quelque chose et je l'ai pas vu. Pas non plus en inventer un quand il y en a pas. Mais quand il arrive, on le voit. On le voit. Et des miracles sur la vie, il y a pas mal de choses. Il y a la naissance, ça peut être familial, la naissance d'un enfant,
tout simplement déjà, ou d'un enfant qui dont la mère ne pouvait pas avoir médicalement parlant d'enfant. C'est aussi un miracle quand ça arrive. Déjà la naissance en elle-même, c'est un miracle. Il y a la survie de quelqu'un du jour au lendemain. Il y a le miracle d'une foi qui est une foi retrouvée. Ça arrive. L'amour des fois entre deux ennemis aussi, ça peut être deux frères, des gens. Voilà, ça aussi c'est quelque chose. Il y a des miracles qu'on appelle ordinaires. Il y a des miracles. On est aussi le miracle, par exemple, d'un peuple. Nous, si nous on n'est pas la preuve vivante d'un miracle, faut même dire ce que c'est. Le miracle de retrouver Jérusalem après des milliers d'années, ce sont des miracles. Alors, on peut les mettre dans une case miracle spirituel, miracle il y a tout. Il y a les miracles, le miracle de la mer Rouge, l'ouverture que tout le monde essaye d'ailleurs, tous les scientifiques essayent de décortiquer et de démonter le fait. Dernièrement, d'ailleurs, j'avais vu un archéologue égyptien très reconnu qui a dit mais c'est un mythe. Bien sûr, les mythes, tout le monde veut un peu les défendre. D'ailleurs, j'avais vu moi quelque chose d'un scientifique en deux minutes. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Si là, c'est pas aussi un miracle. Il a dit mais c'est n'importe quoi ce truc-là. Il dit scientifiquement, on sait l'expliquer. C'est vraiment, il y a rien de, c'est un phénomène qui est voilà entre la météorologie, entre voilà, il y a les marées, il y a le comment, alors nous on appelle ça le Yamsouf, mais en anglais c'est wine shut, je sais plus comment qu'ils appellent ça en anglais. Et quand il y a un vent qui vient de l'hémisphère nord, ben vous avez les vagues qui peuvent remonter d'un côté. Quand il vient de l'hémisphère sud, c'est de l'autre côté, plus la marée. Voilà, on l'explique. Donc il y a des explications qui sont rationnelles. Et puis il y en a, il lui a dit, mais est-ce que ça arrive souvent? À les marées, il lui dit oui, tout le temps. Il dit oui, d'accord. Mais est-ce que wind, je l'avais noté quelque part, je sais plus comment ça s'appelle exactement, wind set down. Voilà, moi je le prononce très mal. Il dit mais est-ce que ça arrive? Oui, on a déjà remarqué dans un lac et tout. Oui, mais l'histoire non. Mais tout ça, il dit non, on n'a jamais vu. Ça s'est jamais fait. Voilà. Voilà, nous on n'a jamais appris que le coup de baguette magique il a fait, que c'est parti. C'est simplement quand il y avait de l'eau partout, et ce qui a été dit, c'est avancez, vous verrez. Et au moment où ils sont arrivés, c'est là qu'il y a eu. Alors voilà la conjonction. Alors les mythes, on peut les démonter ou on veut les démonter, mais quand c'est des vrais miracles, c'est un peu difficile. Moi, je vais vous raconter une histoire très vraie, bien entendu. Et là aussi, vous allez voir ce que c'est que le miracle. Alors c'est pas, ça vient pas de Pologne, ça vient de Lituanie, parce que très souvent les rabbins nous disent voilà, ça se passait dans telle contrée, machin. Non, ça se passe en région parisienne, il y a moins de 50 ans, et une histoire qui au départ est une histoire banale que l'on voit. Une maman qui était prête à accoucher et qui se plaignait de grandes douleurs, Elle avait dépassé même son terme et il se dirige vers la clinique en disant je peux plus tenir, c'est plus possible. Et là, il y a un branle-bas de combat, tout le monde s'affole, vite, faut l'opérer, ça va pas du tout. Donc la dame en question, la jeune maman, elle est prise tout de suite en brancard. On l'emmène au bloc opératoire, on demande au futur papa, allez chercher vite des affaires et revenez. Et, voilà. Cette affaire, elle se passe la veille de Shavuot. On en sort là. Le soir, c'était Shavuot. Papa, il prend la voiture, il va très vite, il va récupérer la petite valise qu'elle avait déjà préparée. Quand il arrive, il dit allez au bloc opératoire et tout ça. Moment où il attend. Au bout d'un moment, les portes s'ouvrent. Il entend au loin une sirène
d'ambulance, de machin. Il commence à avoir le cœur serré, personne ne lui parlait. Celui le médecin accoucheur qui avait l'habitude, qui était un de ses amis en plus, malheureusement était pas là, était en vacances. D'ailleurs, d'où un peu ça. Elle traînait la patte en disant non, je veux pas trop y aller, il est pas là, j'irai que quand il viendra. Et puis il y avait la sage-femme. Et au moment où on sort, voilà le médecin qui dit au papa, pour ne pas vous effrayer, mais il avait dit déjà qu'il y avait un autre papa qui attendait des jumeaux. Malheureusement, il y en a un qui est parti, et il lui a dit d'une façon, mais le gars, il aurait mérité un coup de poing dans la figure. Ne vous plaignez pas, on a sauvé un sur deux. Voilà la réponse d'un médecin. Et à l'autre papa, il lui disait mais je comprends pas comment votre épouse ne s'est même pas aperçue qu'elle a perdu les os, mais on estime au moins à 8 à 10 jours. Il dit vous savez ce que ça veut dire? Je dis non, moi je sais pas, moi j'en sais rien. Et d'un coup, je vois des gens arriver, la couveuse, des appareils, des gens qui couraient, et je vois le petit bébé qui sort, et qu'on met dans la couveuse, on commence à lui prodiguer les premiers soins. Et je regardais, je dis oui, c'est votre fille, la sage-femme, elle me dit. Je m'approche pour essayer de la voir. Voilà que le papa se fait engueuler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit mais ne vous approchez pas, monsieur, ça sert à rien. Faut pas vous attacher. Je sais pas si vous voyez, je vous jure. Hein. Il dit, ne vous attachez pas. Et donc voilà le bébé qui part en ambulance à Garches-les-Gonesse. Et le papa était en grande panique. La sage-femme lui dit, vous allez voir, il y a des trucs. Enfin bon, bref. Quand il arrive à l'hôpital, il voit son petit bout, tout kiki, comme on dit, mais vraiment prénatal, qui avec plein de tuyaux, de fils, de branchements, de trucs. Et ben, écoutez, c'est important. Dit au papa, votre fille est infectée et on craint. Voilà, c'est les 48 ou 72 heures qui vont venir vont être déterminantes. Et donc le gars, il prend la voiture, il reste un peu, il s'en va, il est effondré, il va à la synagogue, c'était Shavuot, il rentre et voilà, il était complètement perdu. Le lendemain matin, il fait sa prière et il se tape ses 9 kilomètres qui le séparaient de la clinique d'abord. Il est fait, une fois qu'il voit son épouse, qui lui demande comment va la petite, ouais, tout va bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, tout va bien, c'était le plus gros des mensonges. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il refait, il prend encore une dizaine de kilomètres, autant vous dire que là, sa marche, il faisait très chaud, et il arrive, on lui dit, attendez, vous pouvez pas rentrer comme ça, monsieur, il faut vous habiller, il faut vous désinfecter, dans un sas, un machin et tout. Donc voilà, il s'habille de la tête aux pieds, il passe dans un sas où on lui projette des désinfectants, il arrive et il sait plus où il en est. Et il voit ce petit être qui se bat pour la vie, quoi, avec des tas et des tas et des tas de choses. Écoutez, il dit, monsieur, nous on fait des analyses, vous inquiétez pas, tous les 3 heures, 4 heures, il y a des analyses qui sont faites et on surveille, mais ça va être très très long et bon. Pareil, effondré, il s'en va, il rentre. Et il voit son beau-père, parce que son beau-père il dit, il faut que tu viennes quand même manger à la maison, c'est fête et tout. Non, j'ai pas trop. Ah si. Et il lui dit, écoute, là c'est Shavuot, Dieu est avec elle. Vous savez, c'est une parole qu'on rassure. Lui, il a vu le bébé dans quel état, puis les médecins, les professeurs, ils lui disent, bon, et vous avez quelqu'un, mais calmement, gentiment, c'est Shavuot, Dieu est avec elle. Il rentre dormir, et au moment le lendemain pour partir encore à la synagogue, il vient un petit truc, il prend un petit livre de Télim. Il a pris un petit livre de Télim, il l'a mis sur lui,
parti à la synagogue et il refait le même circuit, là, et il repart, et le voilà en train de devoir, pareil, son épouse toujours à l'hôpital, comment on va, oh, tout va, vraiment, tout va pour le mieux, ne t'inquiète pas, et tout. Il arrive là-bas, il y a du changement, elle a passé une nuit. Comme si, vous voyez, elle a passé une nuit. Mais vous savez, on vous a dit au moins 72 heures, mais ça va être très long. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il lui pose la question, il lui dit, écoutez, madame, voilà, moi j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que je peux poser ce petit livre sous le matelas du bébé? Quand vous êtes rentré avec, il fallait pas, je savais pas. Alors, elle a commencé à dire, mais on va demander au professeur, puis après elle dit, non, je pense que ça doit être important pour vous. Et je lui dis, oui, madame, c'est très important. Elle a pris, elle enveloppe, elle stérilise, malin, et hop, elle lui. Et le voilà. Il reste encore avec un petit peu. Et le lendemain, là, Shavuot était passé, il prend la voiture, et il arrive. Et là, il a une peur. Il a failli tomber dans les pommes. Derrière la vitre, autour du petit berceau, il y avait plein de blouses blanches. Hommes, femmes, ils étaient tous là comme ça. Il savait plus, il était en panique totale. Il s'habille, il met tout ce qu'il faut. Quand il arrive, et il y a l'infirmière qui le regarde, dit, ah, bah tiens, voilà le papa, l'heureux papa. Avec sourire, il y avait quelque chose, une contradiction entre tous ces gens qui sont là autour du berceau, et l'autre, le médecin, le professeur a quelque chose à vous dire, hein. Partez pas. Oh, je veux partir. Qui lui dit, madame, je suis venu voir mon bébé, je ne pars pas. Et le professeur, il vient, il lui dit, écoutez, monsieur, je suis ennuyé, moi, je sais pas quoi vous dire. Je suis ennuyé. Et là, il lui dit, mais qu'est-ce qui va m'annoncer? Il dit, bah, écoutez, voilà, il y a une demi-heure encore, on a reçu les résultats. On les a refaits parce que pour nous, les premiers ne pouvaient pas être bons. C'était pas possible. Donc, on les a refaits. Mais on comprend rien. Tout est négatif. Et là, regardez, il dit, comment ça, tout est négatif? Vous savez, c'est des trucs qui n'arrivaient pas à assimiler. Regardez, il dit, mais c'est impossible. Et il lui dit, monsieur, je n'ai pas d'explication, je ne sais pas quoi vous dire. Et il lui dit, on sera à Lourdes, en rigolant, on sera à Lourdes, je dirais que c'est un miracle, monsieur. Voilà ce qui lui sort. Et l'infirmière va voir le papa, elle lui dit, vous êtes content, vous êtes content? Bien sûr, comment il n'est pas content? Mais il comprenait plus rien. Voilà. Alors, si ça c'est pas un miracle, dire ce que c'est, parce qu'on peut dire, bon, on a, bien entendu, on veut bien dire, bon, il y a des soins, il y a de la médecine, il y a pas mal de choses, mais là, un truc comme ça, où vous avez même quelqu'un qui est cartésien, le professeur de néonatal de Garges-les-Gonesse, qui vous sort, monsieur, on sera à Lourdes, je vous dirais, c'est un miracle. Voilà, il comprenait pas les analyses. Donc ça pour vous dire vraiment que le miracle, il faut savoir y croire, et ça existe, Chers amis, vous avez compris comment allait s'articuler un petit peu ce moment. Et c'est bien qu'on le fasse comme ça, parce qu'on n'est pas, moi je suis pas un conférencier, dans mon métier, oui, mais pas dans ce domaine. On a eu de brillantes interventions ces derniers temps, et merci à l'Axil, parce que vraiment on s'est régalé avec des gens d'une très grande importance. Mais bon, soyons francs. Parfois aussi ces interventions nous laissent un petit peu sans fin, parce qu'on a affaire à des conférenciers, des historiens qui eux nous donnent un petit peu nous racontent l'histoire, et nous on est peut-être un peu, on recherche ou on demande quelque chose qu'eux ils ne peuvent pas nous offrir. Ils vont pas ils vont pas prévoir l'avenir ou quoi que ce soit. Et souvent d'ailleurs, moi je me rappelle d'une dame qui me disait, une fois qu'elle a dit c'est bien tout ça, mais nous qu'est-ce qu'on doit faire? Et lui il n'était pas venu là pour lui dire voilà ce qu'il faut faire, mais pour dire qu'il y a.
Alors j'ai manqué moi au devoir le plus élémentaire, c'était celui de moi de me présenter, au moins à ceux qui ne me connaissent pas. Donc mon nom c'est comme tu as dit Richard Meyer Drahi, j'ai 74 ans et, et comme beaucoup, je transporte dans ma valise plein de choses et je viens d'un monde où on a appris très tôt à se débrouiller. On a été chassés de Tunisie comme d'autres ont été chassés d'Algérie ou d'ailleurs. Je viens d'une famille du côté de ma mère qui est plutôt religieuse, très religieuse, et d'un père qu'on pourrait dire un peu traditionnaliste. Mais mes parents étaient déjà très âgés quand j'ai ouvert les yeux. Quelle est la raison justement de ça? Elle tient dans ses livres, puisque mon père, que Dieu repose son âme, donc a passé sa vie à chercher sa femme, donc Rachel, qu'il n'a jamais pu retrouver, et pour cause, elle a changé d'identité, mais sa peur l'avait terré au fond. Son fils, qu'il avait réussi à revoir quand il avait 6 ans, donc il est sorti parce qu'il faut savoir que les choses n'ont pas été simples. Il a été blessé pendant la guerre et en plus blessé à la tête, amnésique. Il est resté donc au Val-de-Grâce pendant pas mal de temps. Imaginez un petit peu on a l'impression, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas romancé, hein, je vous assure, tout ça, c'est archivé. Et quand il a retrouvé les traces de son fils, il lui a dit, il a dit à la dame, celle que l'on appelle aujourd'hui, vous savez, les familles de Juste, hein. On peut que c'est des familles de Juste, hein. Mais eux le savaient pas, hein. Ces gens-là le savaient même pas, hein, ce qu'ils faisaient. Et il avait vu son fils baptisé, parce qu'il est catholique. Mais pour lui, ça c'était, vous avez compris, très secondaire. Il était en bonne santé. L'autre, le fils, regardez ce monsieur, parce qu'il s'inventait des papas. Mais bon, à cette période-là, il y avait aussi beaucoup d'orphelins, il y avait aussi beaucoup de gens qui n'avaient pas leur papa, donc ça passait comme on dit. Et il avait demandé à la femme, il dit, écoutez, gardez-le encore un tout petit peu. Je pars chercher mon épouse et je reviens le chercher. Bien sûr, il l'a pas trouvé 2 ans, il est resté 2 ans en train de tourner. Et quand il est arrivé, croirez jamais, le petit s'est envolé. Il a été récupéré par une autre famille. Cette famille déjà a été très très durement touchée, donc là aussi, vous le découvrez. Alors là, le monde s'était effondré. C'est que, vous savez, vous touchez quelque chose, dites bon sang, je l'avais, et je le tenais par la main. Je viens le prendre cette fois-ci seul, sans sa maman. Voilà. Et là, il redisparaît encore, et je sais pas où il est. Donc là, il rentre dans une forme pratiquement de dépression. Il retourne en Tunisie, parce que la guerre était terminée, et il reste là à attendre, mais rien ne vient, jusqu'au jour où il rencontre ma mère. Et de là, mais déjà les années étaient passées, et il fallait, parce qu'il n'avait pas le droit de se marier, vous savez qu'il fallait un certain temps pour que la justice déclare sa femme disparue. Donc il n'avait pas le droit. D'où, moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas, pour nous, religieux, d'assister au mariage de ses parents. C'était comme ça, au mariage de mes parents. Mais eux, ils s'étaient mariés religieusement, mais ils sont pas mariés civilement, et ils l'ont fait bien après. Oui, je peux encore. Je voudrais faire une petite digression, si vous me permettez, parce que vous voyez qu'il y a deux livres
qui sont présentés là. Il y en a un que j'aurais voulu aussi vous parler, mais ça va être, on va pas trop se disperser. Mais pourquoi? Parce que, comme un fait, tous les livres, les 3 livres que j'ai écrits, enfin j'en ai écrit 4, mais le deuxième est la réécriture cette fois-ci correcte du premier. Et mais c'est un fil. Il y a un fil conducteur et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vous ai dit, donc moi dans mon métier, j'étais dans la grande distribution et un jour j'ai un patron qui vient, un DRH, qui vient et qui me dit j'aimerais déjeuner avec vous. On vient de vous confier les clés de la création d'un magasin. Ce que vous avez fait est prodigieux. On aimerait bien que vous nous expliquiez. Mais moi, le coup que vous avez réussi à générer du chiffre et tout ça, c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez pu avoir l'adhésion de tout le personnel. Comment vous avez pu amener, et vous amener, il y a des gens aujourd'hui qu'on est obligé, parce qu'il y a la loi, de leur dire arrêtez de travailler. Il dit, ouais, il venait travailler des fois 7 sur 7. J'étais obligé de renvoyer des gens en leur disant, parce qu'on est ouvert le dimanche, disant, non, t'as pas le droit de rester là, si, soyez gentil. J'ai vu un client hier, il va revenir, il m'a promis, machin. Donc, il y avait vraiment cette, et donc, nous voilà en train de déjeuner, et de là, il me dit, mais parlez-moi de vous. Moi, le travail, bon, j'ai vu, vous êtes sorti de telle école, tel machin, mais parlez-moi un peu de vous, et moi, je voulais pas parler de moi. Je ne parle pas de moi. Mon travail, c'est mon travail. Ma famille, c'est ma famille et tout ça. Mais ce diablotin, je sais pas comment il s'est débrouillé. Il a commencé à me faire parler. Et il a réussi à me faire parler. Et c'était trop tard. Et c'est là que je me suis aperçu. Je lui dis vraiment de la façon dont psychologue, puisque en fait de formation c'était un psychologue, et qui me dit, mais attends, votre histoire est fantastique. Faut pas rester comme ça. Est-ce que votre dame est au courant de ça et ça? Je dis, non, oh là là. Et vos enfants? Ah bah non, certainement pas. Ils vont me prendre pour un mytho. Ils vont dire, attendez, monsieur, vous avez 10 vies dans une vie. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, et ça, il faut en parler. Je dis, mais c'est compliqué de parler. Il n'y a rien de compliqué à parler aux enfants. Bon, et moi, j'ai encore en moi ce que, comme on a été élevé, on parlait pas beaucoup avec nos parents, d'accord. Nous, des fois, pour nous engueuler, c'était le regard, et pour nous féliciter, c'était le petit sourire en coin, c'est tout. Ou alors nous dire mange une banane ou mange un fricassé ou un truc, c'est tout. Il y avait pas mon chéri, mon câlin, machin, comment tu vas, t'as passé une bonne journée à l'école et machin. Bah, au contraire, vous arrivez, vous dites j'ai eu un 0, un machin, vous en prenez une tout de suite, direct. Il y avait pas de voilà, c'est comme ça. C'était notre truc. Et il m'a dit, mais marquez-le, faites-le sous forme d'un livre. Et c'est là que j'ai écrit et que j'ai un peu raconté en donnant à mes enfants. Et pour revenir à ce que je vous ai dit, que ce livre m'a totalement échappé et tout. Et alors, au niveau de la LIA, là, c'est autre chose. Là, au niveau de la LIA, je me suis dit, je vais sortir un peu de mes histoires, mais c'est une histoire vraie, c'est une histoire de quelqu'un que personnellement, moi, je connais, que je connais très bien, et qui un jour, quelqu'un qui était plus français que juif, entre parenthèses, et qui un jour arrive tuméfié. Il a été victime d'une agression, et je vous parle de ça depuis 40 et quelques années. Parce que là, on est en train de parler des problèmes qui se passent aujourd'hui, mais sachez qu'il y a une quarantaine d'années, c'était pas mieux. Là, ce qu'on a, c'est qu'on rajoute en plus à ce qu'on a connu de la mauvaise foi, du mensonge, quoique les mensonges aussi étaient très forts aussi à l'époque. Mais là, on a une inversion même des choses, et on voit. Mais si on regarde froidement, moi j'ai passé 1 an et demi à travailler avec l'agence juive pour la LIA il y a 40 ans. Il y a plus de gens qui partaient il y a 40 ans qui en partent aujourd'hui. Il faut le savoir. Il y a beaucoup plus
à l'époque qu'aujourd'hui. L'ALIA aujourd'hui sur Israël, elle est beaucoup plus importante que venant de l'Est que venant de l'Europe et encore moins de France. Et ça, ce monsieur-là, je me rappellerai toute ma vie quand j'ai vu son truc. Mais un monsieur, vous pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire, Harry, il est gentil avec moi, il dit je suis doux, machin, mais moi je suis un lion à côté. C'est vraiment, on peut pas imaginer. C'est le papy du papy, quoi. Voilà. Il s'est fait agresser, il s'est fait taper, il s'est fait traiter de sale juif, un coup de couteau, machin. Et ça, le traumatisme était tellement important qu'il n'a même pas pu en parler à sa famille, même pas à sa femme. Mais très intelligente, elle, a compris qu'il s'est passé quelque chose. D'autant qu'elle, elle, c'est une Ashkénaze, lui, c'est Farad, lui, elle, c'est une Ashkénaze, et ses parents ont vécu le départ d'Allemagne. Donc j'ai commencé à écrire ce livre, et quand le 7 octobre est arrivé, la vérité, j'ai arrêté. J'ai pas pu. Je me dis c'est pas possible. J'étais tétanisé. Je me rappelle d'ailleurs de ce jour, de ce samedi, puisque je montais prier là-haut. Et quand j'étais monté voir, il y avait David Lelouch. Quand je lui dis David, il se passe un truc. Elle me dit non, on dit Simchat Torah, non là. Et j'avais de la peine. Je voyais les copains, les amis qui étaient en train de danser, en train de vraiment faire, et moi, le matin, j'avais entendu, parce que je laisse toujours une radio allumée dans un coin, comme ça, le matin, ce qui s'est passé, mais on était loin, parce que les horreurs, on les a appris au fur et à mesure, mais au moment même, on parlait de 30 personnes disparues, enfin, après c'était 40, après 60, 100, vous voyez, et au fur de la journée, c'était la journée de l'horreur. Et là, je me suis dit, je peux plus écrire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'arrête. Donc j'ai arrêté. Et puis 3 mois après, j'ai dit, je vais reprendre le livre, mais je vais le reprendre sous une autre forme. Là, je vais m'adresser non pas aux Juifs qui savent très bien ce que c'est que la LIA, ils savent, mais aux gens qui ne connaissent pas la LIA. D'ailleurs, le livre, je sais pas si quelqu'un, enfin, je pense, j'avais été interviewé sur CNews. Pour justement parler, parce que tout le monde parlait de l'ALIA, mais il y a des gens qui savent pas ce que c'est que l'ALIA, parce qu'à travers l'ALIA, il y a ceux qui sont très heureux de le faire, idéologiquement, spirituellement, professionnellement, puis il y a ceux qui partent à contre-cœur, parce qu'ils laissent leurs enfants, ou ils laissent leurs parents, leurs grands-parents, donc c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Donc il y a de la douleur aussi, il y a de la souffrance pour certains. On est bien d'accord. Et puis il faut pas oublier, quand vous avez quelqu'un qui est très français, c'est-à-dire qui est là depuis des années, Israël pour lui, ce n'est que son pays biblique. Il est rattaché bibliquement. Mais on est bien d'accord, socialement, il est là. Sa vie est là. Alors cette histoire m'a beaucoup touché. Et volontairement d'ailleurs, la fin ne parle pas du tout du 7 octobre puisqu'elle s'arrête le 6 octobre. Donc comme j'écris vrai, je ne peux pas inventer ce qui va se faire après. Donc ça s'arrête au 6 et mais la fin elle est très prenante et également. Là-dedans aussi, je marque, parce que j'ai eu un engagement, et vous savez, Harry, qui lui, présent, et comme d'autres, comme Michel et comme d'autres, on font des engagements totalement bénévoles. C'est le bénévolat le plus complet. Parce qu'on se dit, à un moment donné, on s'investit. Et moi, à l'époque, je m'étais investi dans une synagogue. C'est là d'ailleurs que j'ai connu la famille Lelouch, puisque j'ai connu, que repose son âme, le père Rachamim, et puis Shalom, qui était tout jeune homme. Alors je vous parle pas de David, Yaakov et Shmuel, qui étaient hauts comme 3 pommes à genoux, comme on dit, qui cavalaient un peu partout.
quand je les vois là, c'est vraiment c'est merveilleux. Même d'ailleurs notre président, on était juste à côté, bien entendu. Et je veux pas parler de hasard parce que comme on a dit, le hasard on le bannit. À côté de moi était assis un monsieur. Probablement vous l'avez entendu parler de ce monsieur. Que Dieu repose son âme, l'année dernière il est décédé. C'est Samy Gozlan. Vous vous rappelez de Samy Gozlan? Ça vous dit quelque chose? Commissaire. T'es assis à côté. Et on a ce défaut entre les Tunisiens et les, comme on appelle surtout les Constantinois, qui parlent, eh ben, blablabla, et on parle, et on parle, et on parle. Voilà, avec les regards un peu durs du rabbin, mais on parle. Tu te rends compte qu'il s'est passé ça, tu te rends compte, Richard, il y a eu ça, tu te rends compte, machin, et puis finalement, on s'est mis, et on a créé ce qu'on appelait le BNVCA, le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme. Et à partir de là, ça est développé. Je vous assure, à cette époque-là, mon épouse pourra vous le témoigner, il n'y a pas un soir où je rentrais pas, je pouvais même plus dîner, la boule au ventre, des choses inimaginables parce que il se passait des choses dans le 93, puisque je m'occupais uniquement du 93, et que personne n'écoutait. Personne n'écoutait, personne ne voulait nous croire. Personne. Et c'était même pire. Même les gens de la communauté, même les gens de la communauté, je vous assure, nous disaient, mais arrêtez d'affabuler, mais vous racontez n'importe quoi. Je me rappelle d'une fois, j'étais chez avec le préfet du 93, on était là comme ça, voilà, comme une table comme ça, il y a eu le préfet, le sous-préfet, il y avait le patron de la police urbaine, le patron des services généraux, il y avait tout ça, et quand je leur disais je m'étais énervé parce que cette bienséance qui parlait, mais vous comprenez, il va falloir, et machin, je dis, mais attendez, mais vous savez qu'il y a plus de juifs dans les écoles, ils sont en train de partir. Monsieur, dans les écoles laïques, vous ne protégez même pas. Monsieur, arrêtez. Et jusqu'au moment où, je vous assure, j'étais tellement loin que je me rappelle très bien. Le mec, je vous jure, sur tout ce qui m'est le plus sain. Samy il m'a fait mal à la jambe en me disant, mais tu vas la fermer. Parce que je me suis pris frontalement le préfet en lui disant, monsieur, vous ne savez même pas ce qui se passe dans votre département. Ça a été, vous savez, je lève la séance, il a tapé du poing, il a levé la séance. Et bref, et quand il est revenu, il dit tout le monde est calme, et il a dit contredisez aux renseignements généraux, contredisez les propos de Monsieur Drahi, et l'autre il dit je crains fort qu'il ait raison, monsieur. La semaine dernière, on a été accueillis avec des boules de pétanque et avec de l'électroménager qu'on nous jetait sur le truc. L'autre il dit mais c'est pas possible. Voilà. 45 ans, 45 ans de cela. 45. C'est là que vous vous apercevez que ou ils connaissent rien, ou ils ferment les yeux. On peut dire tout. Mais voilà. Donc c'est ça. Et on a, tout à l'heure, quand je parlais des mensonges et de l'aversion, les anciens se rappelleront peut-être, ne serait-ce que de la mort du petit Mohamed Al-Dura. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2010. Mais attendez, le truc que ça a fait. On avait beau, moi je me rappelle, j'avais devant moi le vice-président de l'Assemblée nationale, et je lui disais, monsieur Eric, son futur, je dis, mais Eric, c'est pas possible, on a la cassette de la ZDF, c'est le truc allemand, qui contredit et tout ça. Et il dit, ça sert à rien, ça sert à rien. Déjà, donc la bataille médiatique, vous savez, elle a été perdue déjà depuis très longtemps. Alors vous savez, il y a un tas de choses. Alors vous savez, là aujourd'hui, c'est vrai qu'on atteint des proportions, voilà, la terrible. Vous avez vu la semaine dernière l'autre abruti là qui vous parle des propos de Gaulle. Et puis ce ramassis de partis là, vous avez en train de droguer un dealer, un islamiste, un voleur, un trafiquant de machin. C'est la cour des miracles.
c'est la cour des miracles. Mais bon, ils sont là, voilà. C'est vraiment, et sans compter encore les parfaits crétins numériques que vous voyez avec tous leurs machins et qu'ils n'arrêtent pas de scroller, d'envoyer et de faire. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'ai abouti à ce livre et sur la LIA qui parle vraiment d'une histoire très très émouvante également. Et là maintenant je reviens donc sur pour clôturer sur le livre que j'ai écrit. Alors pourquoi ce livre il me tient à cœur? Bah forcément parce que c'est mon frère que j'ai retrouvé. En 79, j'ai perdu mon père et en 79, il avait été hospitalisé pour un œdème pulmonaire. Donc il était en réanimation et il était assez critique. Et puis un jour, je viens et je le trouve plus. Ça fait un choc aussi, vous le trouvez plus au service réa. Non, non, monsieur, on l'a monté. Il va très bien, il est au 2e étage, machin et tout. Là, je monte, je le vois. Je vois mon père, mais il a jamais été aussi beau. Il a jamais été aussi beau. Mais bien, un visage. Je peux même vous confier une chose. Il avait forcément tout le traumatisme de la guerre et tout ça lui avait sorti ce qu'on appelle le psoriasis. Je sais pas si pour ceux qui savent ce que c'est. Donc il avait rien. Je le regardais comme ça. C'est pas possible. Et lui-même me dit, regarde fiston, tu te rends compte comment j'ai rien du tout et tout. Je dis, mais c'est merveilleux, papa. Je dis, allez, enlève ton pyjama, allez, on rentre à la maison bien. Non, non, le médecin, il a dit, on passe encore une nuit et demain, c'est bon. Bon, je dis, ça m'embête, viens et tout ça. Je suis là. Et il vient, mais il me dit, mais je voudrais que tu t'asseyes à côté et que tu m'écoutes. Je vais te confier quelque chose. Je vais te demander quelque chose. Tu te rappelles la photo que tu as vue, que tu vois dans notre album photo, là où il y a marqué Jean-Claude à la main, le petit enfant habillé en marin, c'est ton frère. Regardez, il avait mis dans notre album, entre mon frère aîné Gilbert, moi et ma sœur, il avait toujours regardé. Et il me dit, je vais te dire une chose. Je lui dis, mais papa, mais pourquoi tu me parles de Jean-Claude là? Il me dit, écoute-moi, ce que je vais te dire est important. Je te demande une seule chose. Tu es le cadet de la famille. Ton frère, c'est quelqu'un qui est un peu dans les nuages, tu es plus responsable. Je vais te demander de faire très attention à ta maman et fais attention à ta sœur, ta petite sœur. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dis, papa, tu me fais peur. Non, non, pas peur. Et je vais te demander un truc. Essaye de retrouver Jean-Claude. Je t'en supplie. Essaye de retrouver Jean-Claude. Je suis sûr qu'il est vivant. Essaye de le retrouver. Je suis sorti, j'étais ébranlé, franchement, je savais plus. J'étais voir ma maman, et je lui dis, comment va ton papa? Je lui dis, papa va très bien. Ça va très bien. Demain, d'ailleurs, on le sort. Oh là là, je suis content, on va faire une séouda, on va faire et tout ça, et tout ça. On était à Nanterre, il était à l'hôpital Lumouriez, on était à Nanterre, je prends ma voiture, je vais là où j'habite à Aubervilliers, j'ai à peine le temps d'arriver, c'est-à-dire je mets à peine la clé dans la serrure que ma femme, elle me dit, va voir ton papa, il est au plus mal. Je dis, mais non, ça c'était, non, non, il est au plus mal, vas-y, je reprends, quand j'arrive, le médecin m'a dit, monsieur, ça y est, il passera pas la nuit. Je vous assure, vous pouvez pas savoir comment il était beau, il était vraiment, et tout. Et là, c'est là que je me suis dit, je vais le retrouver, je vais tout faire. Et vous savez, le côté le plus pénible quand on perd une personne, c'est quand on a fouillé dans ses affaires, et j'avais son portefeuille, et moi, je n'osais jamais tout toucher, je voyais son portefeuille, puis je vois, et dans son portefeuille, j'ouvre, il avait la photo de son petit. Il n'avait jamais
Jamais, jamais, jamais quitté. Et quand j'ai dit ça d'ailleurs à Jean-Claude, quand je l'ai trouvé, et il me dit, mais alors il m'aimait. C'est-à-dire toute sa vie avant que son père l'avait abandonné, que sa mère l'avait abandonné, d'où le titre. Quand la femme qui l'a retrouvé, j'ai mis, moi, 40 ans sans pouvoir le trouver. Je vous assure, je suis pas manchot. J'ai téléphoné, j'ai écrit, j'ai été au, comment qu'on appelle, à la mairie où il est né. J'ai tapé sur Internet, j'ai pas trouvé. Et voilà qu'une dame, qui est la belle-sœur de ma fille, que je connais depuis longtemps, que je savais même pas qu'elle était correctrice. Elle me dit, mais ta fille m'a dit que tu écrivais un livre. J'ai dit oui, oui. Elle me dit, et tu as une correctrice? Et je lui dis, non, j'ai pas, justement. Elle me dit, bah, je vais te le corriger. Je lui dis, mais je savais pas. 20 ans qu'on se connaissait, je savais pas qu'elle était correctrice. Quand elle a corrigé, elle l'a vu, elle a lu ce passage, elle m'a dit, je suis tombé presque dans les pommes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches, 10 jours, elle le trouve. Expliquez-moi comment. À ce jour, je vous jure, ma main sur la visage, je l'ai encore pas demandé comment, parce que je veux pas le savoir. Parce que je me doute que là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Elle a trouvé. Quand elle l'a appelé, elle dit, monsieur, vous vous appelez bien, nanana. Je vais vous poser quelques questions. Elle lui demande. Le gars, c'est un vieux monsieur. Mais comme c'est un provincial, c'est pas comme nous, qu'est-ce que vous m'emmerdez, qu'est-ce que vous m'emmerdez, je vous raccroche au nez. Le gars, c'est un provincial. Il parle. Et quand il lui dit, vous avez un frère et une sœur qui vous cherchent depuis longtemps. L'autre, il lui dit, mais non, c'est pas possible. Vous vous trompez, madame. C'est pas possible. Il dit, si. Et quand elle lui parle, elle lui dit, bah, il est bien dit que votre père s'appelle bien Abraham. Oui. Votre mère, c'est bien Rachel. Telle date, telle naissance, machin. Il dit, oui. Voilà. C'est vous, monsieur. C'est vous. Et l'autre, et c'est là qu'il sort le mot, comment, madame, vous dites, moi, l'enfant de personne, j'ai une famille. Et c'est à partir de là, si vous voulez, elle lui dit, monsieur, il n'est pas au courant de mon appel, est-ce que vous m'autorisez à l'appeler? C'est-à-dire qu'elle lui demande la permission, elle, ma correctrice. Et je vous assure, le jour même, manque de points, en plus les réseaux fonctionnaient très mal, je suis sorti, ça raccrochait et tout. On savait pas quoi dire, on sait presque pas parler. On n'arrivait pas. On s'est rattrapé depuis, hein. Parce que dès le lendemain matin, de bonne heure, il m'appelle, il m'a dit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je dis, mais moi non plus, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et là, depuis, mais vous verrez comment première fois que je l'ai vu, on était, même avec mon épouse, on roulait, mais comment il va nous accueillir? Comment il va savoir? Comment je vais lui dire qu'il est juif? Mais comment je vais lui dire qu'il est juif? Il est baptisé, machin, il sait pas. Et là, eh ben, je vous assure, tout s'est fait, mais d'une façon, on ne peut pas savoir. Dès qu'on a ouvert la porte, lui, il est sorti, il m'a vu. Oh, j'ai vu un truc, je dis, mais c'est pas possible, la ressemblance. Je dis, mais c'est pas possible. Je regardais comme ça. Et là, on pouvait pas, on avait les doigts, ils sont rentrés entre nous. Vous vous rendez compte? 83 ans passés, il avait. Dieu, c'est le plus beau miracle. Il me l'a laissé en vie. Il l'a laissé en vie, parce que j'aurais pu. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Voilà. Si ça, c'est pas un miracle, expliquez-moi ce que c'est. Alors, j'ai plein d'autres choses, mais là, je pense que si vous êtes intéressé, ce serait une bonne lecture. En tout cas, vraiment, Dieu l'a sauvé déjà des griffes nazies. Ça a été quelque chose. Je lui ai appris, parce qu'il ne savait même pas que son grand-père, qui était venu de Tunisie, avait été raflé, et qu'il a été déporté au camp de Sobibor, et qu'il a été, bien sûr, exterminé. J'ai essayé de lui redonner une dignité. Ses origines, et puis pour conclure, en 2024, mon petit-fils fait sa bar mitzvah ici. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Jean-Claude, je t'en supplie,
faut que tu sois présent. Et j'ai un peu honte et machin, tu sais, moi. Je dis, je t'en supplie. J'ai vraiment, et c'est là qu'il me dit, mais bien sûr. Et alors là, quand vous le voyez, il est rentré, il était là, et quand on lui a mis le talet, et qu'on lui a mis la kippa, et il a eu la bénédiction de Shalom, euh, énormément de gens ont été émus, et c'est bon. Et quand il est parti, il m'a dit, je savais pas que c'était ça la religion juive. Il m'a dit, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Il avait les étoiles dans les yeux. Il avait les étoiles dans les yeux. Il a trouvé des gens absolument gentils, charmants, qui l'ont entouré, qui l'ont questionné, qui l'ont remercié d'avoir tenu fort. Parce qu'il aurait, comme il m'a dit, mais j'aurais pu être un voyou, j'aurais pu être un gangster pendant la guerre. Mais il y avait tout ce qu'il fallait. Il a fait l'Algérie. Il aurait pu aussi partir, être blessé, machin. Voilà. Dieu me l'a laissé. Et vraiment, c'est une histoire. Et c'est aussi un hommage même pour ses enfants et ses petits-enfants, parce que ses enfants et ses petits-enfants, maintenant, vont découvrir et vont connaître son histoire. Et ça, c'est important. Bravo. Voilà ce que je veux dire. Voilà, s'il y a des questions, si vous voulez je sais pas, hein, vous savez que le plus grand des plaisirs, vous voyez, regardez, oui, vas-y. Votre frère, il est toujours vivant? Oui, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Ouais. 85 maintenant. Maintenant, il a 85 ans. Il habite à Arbin, à côté d'Aix-en-Provence, dans un petit village, vraiment, voilà. Vous voyez, je vais vous donner une petite anecdote. On roulait avec mon épouse, et plus les kilomètres arrivaient, plus on avait la rasera. Je vous assure, parce qu'on a dit, mais comment on va aborder les choses, mais même les choses les plus matérielles. C'est-à-dire que il va me dire, viens manger. Lui, en plus, entre temps, il s'est construit, il est devenu chef cuisinier et professeur en cuisine. Et je dis, mais comment je vais lui dire? Je lui dis, je peux pas manger dans ton truc. Je vais sortir mes poils. Je vais eux, peut-être, ils vont dire, on va sortir la vaisselle, machin. Et moi, je vais lui dire, non, voilà, on a amené des assiettes en carton. Mais comment je vais pouvoir faire un truc pareil? C'est pas possible. Je lui dis, c'est pas, mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors, vous savez, et plus les kilomètres, passaient, et plus, quand on a sonné, hein, tu t'en rappelles, Rose, on a sonné, lui, bon, avec l'âge, il a un peu sourd d'oreille, il s'est assoupi, il s'est endormi de 15 heures, il est très chaud, et j'ai dit, peut-être ils nous attendent même peut-être, je sais pas, vous savez, on est un peu en panique comme ça, et quand je l'ai vu, je vous ai dit, hein, d'abord, je le vois, c'est lui, et une des premières choses qui me fait, quand il me dit, on va passer à table, elle me dit, Richard, t'as pas besoin de me dire. D'abord, regarde. Il est parti, tatatac, et il m'a amené un livre du Rav, je sais plus lequel, sur la cache-route. Je vous jure. Il me dit, c'est mon fils qui me l'a acheté, et il m'a dit, et je lui dis, mais moi je sais, je suis professeur de cuisine, on mélange pas la viande et le lait. Je dis, oh. Il y a pas que ça. J'ai dit, ne mélange pas, mais tu vas pas lui donner n'importe quel fromage, tu vas pas lui donner n'importe quelle viande. Alors, j'ai dit, alors Richard, ne t'inquiète pas. Légumes du jardin, parce qu'il a les jardins, il me dit, légumes du jardin, il y aura que ça. Poisson grillé, barbecue, machin, et tout. Avec grand plaisir. Ah bah oui, surtout, alors oui, il ne fait que ça que de demander des fois, quand il voit les enfants, il dit comment ils ont été au sport d'hiver, ils sont pas passés me voir, parce qu'il est sur la route. Et donc, vous voyez, on se fait une montagne, et on était anxieux, et je vois quelqu'un qui me dit, mais non, voilà, il y a pas de problème, voilà. Moi, j'ai une autre question. Oui. Hier, Richard, par rapport à cet itinéraire extraordinaire, ce livre-là, moi, l'enfant de personne, tu as commencé à l'écrire quand?
Eh ben, écoute, il n'y a pas si longtemps, donc en 2024, quand il y a eu la bar mitzvah, c'est lui qui m'a demandé. C'est lui qui m'a demandé. Donc tu l'as bien écrit après Alia. Ah oui, 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 Il oui. n'a pas commencé Ah avant. non, 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 non. Terminé ensuite. Ah non, non, non. Après Alia, et j'ai franchement ça, c'est des nuits entières, hein, parce que bon, mais c'est après Alia, ouais. Après Alia. Autre question? Tu disais au début, des miracles, moi j'en ai vécu, Bien sûr, je ne oui. sais pas combien. Donc un qui, c'est pas la même histoire. J'étais hospitalisé à l'hôpital franco-britannique. Le miracle, il s'est passé dans la chambre. Et et ma femme elle me dit, tu veux prendre une chambre seule? Je lui dis, il faut parler avec les murs. Je peux pas, j'ai mal. C'était le deuxième, celui-là. On parle du deuxième. Et à côté de moi, je vois un monsieur de 80 ans. Escalier en 3 secondes. Et on commence à parler. On ne se connaît pas du tout. Hein. Et on parle, et ça me sort. Vous savez, je suis juif. Et je vois le visage du bonhomme. Il reprenait vie. Il s'est fait opérer une demi-heure, 1 heure après moi. Des calculs, pas du tout. Quand je lui dis que j'étais juif, il y avait juste un rideau en plastique. Il a poussé le rideau. Mais on parlait, on voyait jouer. Et il me fait comme ça. Il tape du poing comme ça. Il m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose. Il m'a dit, je viens de savoir que j'étais juif 4 mois avant le décès de ma maman. Ben oui. Ben oui. Qui c'était ce monsieur? Moi, j'étais là. J'étais dans un C'était un monsieur qui était dans l'audiovisuel. C'est lui qui faisait toute la pub de la 5 pendant 35 ans. Et après, bon, lui, il préparait les émissions et sa deuxième épouse, c'était celle qui faisait les dossiers de l'écran et les chiffres et les lettres. C'est connu. Non, j'ai jamais loupé un truc de dossier de l'écran. Et il me dit ça. Et je parle, puis je ne sais pas pourquoi je lui parle de ma famille. Et puis, il m'a dit, j'ai mal, je t'appelle l'infirmière. Et je lui parlais, et moi, il me disait, j'ai mal. Il était tellement heureux. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, oui. Ah, oui. Il dit, Michel, il est 3h30 du matin. Il m'a dit, j'ai appris. Il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein d'histoires. Là, une des plus belles histoires, c'était au Rincy, le Rincy. Vous connaissez la ville du Rincy? Tiens, écoute Michel, écoute celle-là, tu vas voir. C'est avec le rabbin Lévin d'ailleurs, je sais pas si bon. Et donc bien sûr authentique. Alors il y a au Rincy, il y a une pédiatre. À l'époque, il n'y avait qu'une pédiatre, c'était elle. C'est une sommité. Les gens pour la voir, bon bref. Eh ben, elle avait cette femme, elle avait donc toute la clientèle, et au Rincy, il y a énormément de juifs. Et ma fille, elle avait, bah tiens, pour mon petit-fils qui est là, il était tout bébé, et elle l'avait emmené, puis dans la discussion, elle dit, mais vous partez en vacances où? Et là, tu dis, mais on part en Israël. Mais qu'est-ce que vous avez tous à aller dans ce pays? Mais c'est pas possible. Mais vous êtes des tarés, un pays en guerre, un pays machin. Elle me dit, papa, elle m'engueule comme jamais j'étais engueulé. Si c'était pas une bonne pédiatre et mon fils, mais je serais parti. Mais je dis, mais c'est pas possible. Donc, et puis elle apprend qu'elle avait une réputation qui était toujours un peu très très décalée, tendancieuse. Et voilà cette femme qui déménage et qui trouve un pavillon, où ça? Juste en face de la synagogue. En face de la synagogue du Rincy. Et là, elle est là. Il n'y a pas un samedi où elle appelle pas la police. Ils hurlent avec leurs prières, avec leurs machins. J'en ai marre. Et elle va voir Lévin, donc le rabbin, et lui dit, et machin. Bon, des engueulades à chaque fois. Quand les feuilles, ils sortent de la synagogue, des fois, ils ont envie de la bouffer. Bon, bref, c'est intenable. Tu aimes pas les feuilles, je t'es venu acheter juste le pavillon en face.
ça que je dis, il n'y a pas de hasard. Écoutez-moi bien, vous allez voir. C'est pour ça qu'il faut bannir ce mot-là. Il n'y a pas de hasard. Et donc, elle était là. Et puis, elle avait sa maman. Elle avait pris d'ailleurs le pavillon parce que sa maman était devenue impotente, machin, et que l'appartement était plus petit. Elle avait sa maman. Et sa maman, voilà, elle partait. Et au moment de partir, elle lui dit, écoute, ma chérie, elle lui sort une clé, non, sur la clé. Je vous assure, elle lui sort une clé. Il dit, ça, c'est la clé de ma cave, de la maison, de l'appartement. Je te dis rien. Je ne te dis rien du tout. Voilà. Ce que je t'en supplie, ne vide pas la cave n'importe comment. Ne fais pas rentrer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? La dame, elle est partie. Elle est partie à ouvrir sa cave. Au Rincy. Je pourrais vous donner le nom de la pédiatre, parce qu'elle est toujours. Hein. Elle trouve un Sefer Torah. Elle trouve les chandeliers de la famille. Elle trouve le talit de son grand-père. Elle, dans les malles, elle trouve tout ça dans cette cave. Elle comprend pas. Elle est désorientée, complètement désorientée. Elle va voir Lévin, le rabbin Lévin. Elle lui dit, mais il faut m'enlever ces objets. Non, mais elle lui dit comme ça, elle dit, il faut m'enlever ces objets, mais je comprends pas. Je comprends pas. Et l'autre Lévin, il vient et lui dit, donnez-moi vos coordonnées, vos trucs. Bon, monsieur, vous savez qui c'est Lévin, c'est le secrétaire du rabbin, enfin du grand rabbin et tout ça. Quelques jours après, il lui dit, madame, voilà. Votre père, votre grand-père, votre machin, là, vous êtes issu, vous êtes juif à 100%, pas machin, vous êtes à 100% juif. Depuis le Shabbat, elle ouvre les fenêtres, et je vous jure, c'est pas des conneries, elle ouvre les fenêtres de son pavillon. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est pas un miracle? Franchement. Alors, certains vont dire, oh, c'est un concours de circonstances. Non, c'est un miracle. C'est un NES, un vrai NES. C'est tout. Voilà. Je peux vous demander comment donc, la maman, dans ces belles pages que vous avez lues, ensuite on reste un peu sur notre fin, parce que comment elle a pu confier l'enfant, dans quelles circonstances Qu'elle a pu le confier. Le confier au juste. Elle a donné, elle est partie. À qui? Comment? Dans la rue? Comment? Ah non, elle avait, non, elle avait un réseau, il y a des réseaux, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, non, mais là, puisqu'elle était pourchassée. Donc... Elle était pourchassée, tout. Elle avait fait son voyage, je comprends qu'elle avait fait son voyage en train. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci Meyer, on clôture cette conférence, merci d'être venu, merci à Merci beaucoup. Alors pour ceux à qui ça intéresse, tu en veux un?